Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme d'Emmanuel Macron? Alors je vais dire que c'est Macron, moi, qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Aie confiance, crois en moi. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme? Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Pour l'argument consistant à dire qu'il est séduisant, franchement, cet argument est typique d'une société superficielle où l'emballage compterait plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Une société de l'apparence. L'argument de la jeunesse est tout aussi irrecevable. Ce qui compte, c'est ce qu'un homme fait, pas son âge ou son apparence physique. Enfin, pour le dernier élément, Macron serait différent parce qu'il a un autre langage, parce qu'il incarne un renouveau. Petit rappel, Emmanuel Macron est un ancien banquier de chez Rothschild et un ancien ministre de M. Hollande, dont on connaît le bilan, donc niveau renouveau, on a déjà vu mieux. Et enfin, il a comme les autres magouillé dans plein d'affaires, louches, très louches même. Le professeur Jean-Jacques Mourad, conseiller santé de M. Macron, se faisait payer ses prestations par le groupe pharmaceutique Servier, cette entreprise productrice du très peu glorieux Mediator, aujourd'hui interdit car ayant causé la mort de plusieurs personnes. M. Macron a promis de mieux rembourser ce genre de médicaments s'il était élu. Lorsqu'il était ministre, M. Macron est allé avec toute son équipe à Las Vegas. Coût de l'opération, 381 759 €, confié à Havas, sans qu'aucun appel d'offres n'ait été lancé. Peut-être parce que le directeur de la communication de M. Macron est lui aussi issu d'Havas. Et aussi parce que Havas a été racheté en 1998 par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, qui fait partie du conseil d'administration. Le président-directeur général d'Havas n'est autre que Yannick Bolloré, son fils. Entre mania des médias et milliardaire, on se comprend. M. Macron, avant d'être élu, président de la République, a utilisé 120 000 € de frais de bouche pour son parti En Marche, ce qui fait 500 € par jour rien qu'en restaurant. Pour finir, M. Macron a sous-évalué sciemment son patrimoine afin de se soustraire au paiement de l'ISF. Le 14 février 2017 est signalé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que les revenus de 3 10 996 € n'avaient pas été déclarés. Le 1er juin 2016, le Canard enchaîné révélait que Macron aurait remis une fausse déclaration de patrimoine à la Haute Autorité. Une prime de 2 800 000 € de la banque Rothschild pour la conclusion d'un gros contrat ne figure pas dans sa déclaration de patrimoine. Le sujet, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron paye l'ISF, d'autres ministres le payent aussi. Non, le sujet, c'est que jusqu'ici, il ne le payait pas. Il ne s'en était d'ailleurs pas caché. Il l'avait dit en décembre 2014, tout juste nommé à Bercy. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'Emmanuel Macron discute avec le fisc. Il est soumis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l'administration fiscale a épluché ses déclarations. Résultat, sa maison familiale au Touquet était sous-évalué. Il va, après correction, payer 3 ans d'ISF de façon rétroactive. Erreur de débutant. Emmanuel Macron joue les victimes en dénonçant un complot contre lui. En Marche, il trébuche sur un marqueur de gauche, l'impôt de solidarité sur la fortune créé par Michel Rocard, l'un de ses mentors, impôt qu'Emmanuel Macron aurait voulu lui-même supprimer. Sans parler de tous les ministres de son gouvernement qui embauchent ou ont embauché des membres de leur famille. Pour terminer, 14 millions de cadeaux fiscaux offerts à un homme, Patrick Drahi, propriétaire de Altis, SFR, Numéricable, L'Express, BFM et j'en passe. Altis, c'est le nom de la maison mère de l'empire de Patrick Drahi, un empire créé en 2001, présent en France et à l'étranger, dans le câble, l'internet, la téléphonie mobile et la presse écrite. Patrick Drahi est, selon le magazine Forbes, la 57e fortune mondiale et la 3e française avec l'équivalent de 20 milliards d'euros. Patrick Drahi est franco-israélien. Il est né au Maroc en 1963. Ses parents étaient tous deux profs de maths et lui, il est polytechnicien. Il a commencé sa carrière chez Philips. Ensuite, il s'est vite intéressé au câble au début des années 90.
Il a commencé petit, en rachetant des réseaux locaux en province, avec une méthode bien rodée, le LBO, qui signifie en anglais Leverage Buyout, et en français acquisition avec effet de levier. Schématiquement, ça donne ça. Vous achetez une société très grosse, trop grosse peut-être pour vous, en empruntant beaucoup d'argent. Et cet argent, vous le remboursez ensuite avec la société achetée en prélevant sur ses dividendes, en l'introduisant en bourse ou en la revendant, et ce système fait peur au pouvoir public. Patrick Drahi domine le câble en France avec Numéricable, mais il n'y a pas si longtemps, quand il décide d'acheter SFR face à Bouygues Télécom, le pouvoir estime qu'il est trop petit, trop endetté pour acquérir un géant historique du téléphone mobile. Le pouvoir craint que le futur édifice s'effondre, mais finalement le groupe Vivendi qui possède SFR, Vivendi qui est dirigé par M. Bolloré, fait affaire avec Patrick Drahi pour plus de 13 milliards d'euros. Il y a une autre chose qui ne plaît pas aux autorités françaises, c'est que Patrick Drahi semble beaucoup aimer les paradis fiscaux. Son empire ressemble à une sorte de best-of de l'optimisation fiscale. Le siège social d'Altis est au Luxembourg. Le groupe est coté à Amsterdam. Patrick Drahi est propriétaire d'une holding personnelle immatriculée à Guernesey et il habite en Suisse depuis 10 ans. Arnaud Montebourg, quand il était à Bercy, n'avait pas du tout aimé. Mais tout cela n'empêche pas Altis d'avancer. Le groupe a acquis l'Express, l'Expansion, Studio Ciné Live, sans oublier Libération. Altis possède aussi des câbles opérateurs aux États-Unis, au Portugal, au Belgique, au Luxembourg, en Israël, et il possède aussi, en Israël, une chaîne d'information en continu. Mais quel est le rapport avec Emmanuel Macron, vous allez me dire? Eh bien, si Dassault a mis Le Figaro au service de M. Fillon, M. Drahi a mis BFM au service de M. Macron. Après le débat du 20 mars 2017 sur TF1, la chaîne BFM annonce que celui qui a été le plus convaincant est Emmanuel Macron, alors que France 24, RTL, Europe 1 et TF1 annoncent eux que c'est Jean-Luc Mélenchon. De surcroît, selon Marianne, le temps de parole accordé par BFM à M. Macron est bien supérieur aux autres candidats malgré les consignes du CSA. Il faudra prendre des engagements et ne pas être tenu, lié par ceux qui ont financé votre campagne. Je vais vous dire, je vais être totalement clair, je prends l'engagement de n'être tenu par personne. Qui soutient M. Macron? Eh bien, c'est toutes les télévisions et les journaux de M. Drahi. Qui a fait Drahi? Eh bien, c'est justement M. Macron. En tant que ministre de l'économie, il a autorisé le rachat de SFR alors que M. Montebourg était contre. Et il a aussi autorisé une escroquerie aux dépens des finances publiques de 400 millions d'euros par an, en faisant racheter l'Express, le BFM TV et autres, ce qu'ils appellent SFR Presse aujourd'hui, par Altis dans un premier temps. Ils l'ont revendu et aujourd'hui, si vous êtes abonné à SFR, Numéricable dans le temps ça s'appelait, si vous avez ce genre de service, vous avez une option en disant SFR Presse. Elle est valorisée sur votre facture 19,99 €, dont TVA 2,1. On vous a fait un rabais 18 € ou 19 € sur votre facture d'abonnement, dont TVA 20%, ce qui veut dire qu'on pique dans la poche de l'État 40 millions d'euros par mois, plus de 400 millions d'euros par an. Et ça, tout ça, c'est le coup de tampon bon pour accord par M. Macron. Par conséquent, rien de nouveau sous le soleil. Macron continue d'utiliser les mêmes méthodes de détournement pour son profit personnel ou celui de ses amis. La seule chose nouvelle, c'est l'âge du nouveau président de la République. Et aucunement ses pratiques, ni même encore son idéologie. C'est un ami, enfin, c'est quelqu'un que j'aime profondément. C'est quelqu'un qui me séduit depuis le début, depuis 2 ans et demi, 3 ans. Depuis que vous avez failli l'écraser. Depuis que je l'ai rencontré au Sénat au moment où il allait présenter la loi Macron 1. Et donc, je trouve que c'est un homme qui incarne quelque chose. Moi, vous savez, je ne prends pas position. Vous savez, nous sommes animateurs du service public. On ne fait pas de politique. Je prends un verre, mais je ne prends pas position. Mais il a quelque chose. Vous
n'arrêtez pas de dire que je suis un militant anti-Front National. Mais vous l'avez dit. Eh bien, écoutez, vous me complimentez. Par exemple, attendez, je vous interromps parce que vous êtes très fort pour faire pour partir dans un romantisme verbal que je trouve assez intéressant d'ailleurs. Absolument, Laurent Saïm, la journaliste de iTélé, qui s'est fait connaître notamment pour sa couverture, vous savez, des années Obama. Et bien, fini l'info, Laurent Saïm rejoint l'équipe d'Emmanuel Macron. Un nouveau monde l'attend, a-t-elle dit sur Twitter, où elle est suivie par près de 173 000 abonnés tout de même. Et ça plaît cette reconversion sur Internet ou pas? Alors, ça pose question, mais à côté politique, surtout au Front National, on n'aime pas du tout. Ça permet de taper sur Macron et sur les journalistes. Voilà, une pierre deux coups. Gilbert Collard, il a dit « Elle est belle l'indépendance politique de certains journalistes ». Marion Maréchal Le Pen, elle a dit « Laurent Saïm, journaliste habitant aux États-Unis depuis 1992, nommé porte-parole de Macron, tout est dit ». Ou encore Robert Ménard, toujours sur Twitter, qui a dit « Laurent Saïm devient porte-parole de Macron, les rapports incestueux presse politique au grand jour ». Les internautes n'ont pas attendu pour rappeler à Robert Ménard que lui-même était journaliste et même fondateur de Reporters sans frontières avant de se lancer en politique dans les pas de Marine Le Pen. Voilà. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Je sais pas, moi je réponds pas. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère. J'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Je dois pas. Comment dire. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs.
Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans.